Ok, donc bonjour à tous ou bonsoir à tous, dépendamment du moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons euh, voir une introduction, hein, que j'ai appelée comme ça la leçon zéro à l'analyse des données géospatiales. Donc voir un peu des applications pour utiliser ça. Donc là, vraiment une introduction pour mettre un peu dans le bain et vous fournir aussi quelques repères que vous puissiez aussi après faire vos propres recherches. Entendez qu'on ne va pas ouvrir sur une société. Donc, premièrement, pourquoi les données spatiales? Pourquoi les utiliser? Bon, là, j'ai marqué que les données géospatiales sont des informations qui identifient temporellement ou pas la position géographique et les caractéristiques d'entités, peu naturelles ou non, sur la Terre. Donc, voilà, j'ai fait un schéma, voilà, pour montrer un peu que j'ai les géospatiales, les composantes que ces données-là ont. Il y a toujours vraiment une information par rapport au lieu sur la Terre, une position. Ça, c'est un élément fondamental. Et normalement, même aujourd'hui, on le dit de façon abusive, hein, n'importe quelle donnée qu'on a, dès qu'il y a une composante de repère sur la Terre, on peut, voilà, que c'est une donnée géospatiale. Donc, on a le lieu. Ensuite, on a une description. Donc, j'ai mis desk ici, c'est description. Ça veut dire que c'est là où on va définir exactement c'est quoi cet élément qui est ce lieu qu'on a, euh, qu'on a repéré. Là, c'est pour ça que j'ai parlé des caractéristiques d'identité. Donc, l'identité ici, c'est ça, en fait. Donc, la l'identité. Donc, sur la Terre, qu'est-ce qu'on a? Voilà, voilà. Puisque j'ai mis ici naturel ou non. Son naturel, on a quoi? On a de la terre, le sol aride, on a les arbres, le couvert végétal, on a de l'eau. euh, donc, voilà, beaucoup de choses que, même les nuages aussi, on peut, euh, parler des nuages, parce que même si c'est pas collé à la terre, même physique, mais c'est sur le globe terrestre aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un peu, euh, cette description-là. Maintenant, il peut être aussi des choses qui sont artificielles, qui sont pas naturelles, telles que par exemple les routes tracées par les hommes, par exemple. On trace des routes, creuse de la terre, on met de goudron, hein. Et que des meubles ou bien des maisons basses, c'est aussi de propriété. Là, justement, c'est le symbole de maison ici, ou bien d'une école. Donc, voilà, une usine implantée quelque part, voilà, une école, une administration. Tout ça, ça rentre dans la description. Donc, la description, en fait, de l'objet qu'on a avec la position euh, qu'on a défini le lieu. Et troisième élément, c'est parfois cette information peut être, on va dire, temporelle ou non. Donc, ça peut être lié au temps ou non. Bon, par exemple, c'est vrai qu'il est difficile de trouver des cas où le temps n'intervient pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Par exemple, bon, le continent Afrique, les limites du continent, est-ce que ces limites-là dépendent du temps? Peut-être avec l'évolution des plaques tectoniques. Donc, sur plusieurs siècles, on peut avoir des petits mouvements, des petits glissements qui vont faire que peut-être la position de la carte de l'Afrique il y a 1000 ans n'est pas la même qu'on a aujourd'hui. Donc, le temps peut quand même intervenir. Mais en général, voilà, c'est relativement fixe. Bon, ils sont fixes à la limite d'un pays.
Bon, après, on ne le souhaite pas si il y a des problèmes ou il y a, par exemple, on prend le cas du Soudan où le pays s'est divisé malheureusement. Donc, ça fait que finalement, les frontières ont évolué avec le temps. Mais sinon, ce sont des choses qui sont pas, voilà, qui sont limitées, qui sont fixes par rapport au temps. Mais on voit que pour des raisons politiques, donc beaucoup de facteurs peuvent intervenir pour, voilà, rendre ces objets, hein, je vais parler d'objets ici, c'est-à-dire les frontières d'un pays fixes et variables. Normalement, elles sont censées être figées. Donc voilà, donc il y a la dimension temporelle aussi. Donc c'est ça en fait le données géospatiales. Donc on a ces trois composantes-là. On a d'abord, si vous voulez, on peut commencer peut-être même par l'objet lui-même. Donc la description de cet objet-là. C'est quoi l'objet en question? Là, où est-ce que cet objet-là se trouve? Et puis, ben, cet objet-là, à quel moment, hein, voilà, à quel moment on l'a observé, on va dire comme ça, on l'a observé, à quel moment on l'a observé. Donc, qu'est-ce qu'on observe, c'est l'objet, où est-ce qu'on l'observe, c'est le lieu, et puis quand est-ce qu'on l'observe, c'est voilà, le temps. Donc, c'est ces éléments ensemble qui nous permettent de pouvoir avoir des données géospatiales. OK. Là, on peut voir quelques exemples que j'ai mis ici. Donc, les maps, qui sont des cas d'exemples qu'on rencontre dans notre vie tous les jours, hein. Donc là, j'ai pris Google Maps ici hein, pour voilà, Abidjan. On peut voir ici Treichville ici, la mosquée du plateau là. Donc le plateau, le pont, euh, c'est le pont Félix-Boigny, c'est le pont du Gaulle. Je pense que c'est le pont du Gaulle puisqu'il est proche des Novotel. Donc voilà. Là, déjà, ça se pense celui-là, c'est le pont. Et ce Félix-Boigny qui est là. Cette information géospatiale qu'on a avec Google, justement, c'est que ça permet de pouvoir repérer différents objets, donc différents endroits entiers. Donc, c'est toute une zone ou bien un point précis, l'arrêt d'un bus. Et on a, euh, avec des positions, je dis c'est le GPS hein, qui est utilisé. Bon, ici, par exemple, on peut voir que cela est un peu, pas de commencer ici, c'est en griffe, on considère que c'est un peu figé. Donc, voilà, Google Maps, les maps ont vraiment boosté beaucoup d'autres possibilités en termes d'application. Maintenant, on a, comment on appelle ça, euh, des exemples maintenant de transport, donc le transport, comme on dit, intelligent, griffe. S'appuie vraiment sur les maps pour pouvoir fournir un service de transport euh, qui est beaucoup plus personnalisé, qui est beaucoup plus contextualisé aussi, hein. Je vais partir d'un point A à un point B. Donc, à un instant donné, justement, je peux savoir qu'il y a des embouteillages. Donc, avec un chemin où il y a moins d'embouteillages, un chemin qui est moins congestionné pour pouvoir me rendre à ma destination. Donc, vous voyez que là, le temps maintenant intervient. Donc, j'ai déjà des informations par rapport à des lieux. Donc, j'ai deux lieux. Je veux me déplacer d'un point A vers un point B. Les objets, ce sont des positions, ce sont des points, en fait, simplement, des lieux précis. L'arrêt de bus, puis, ou bien des maisons, de maison A à une maison B. Voilà. Donc, j'ai cette maison ici. C'est peut-être un bureau qui est là-bas. Et dans de la maison qui est l'objet 1 à l'objet 2 qui est le bureau. Et puis, il y a aussi le facteur temps, puisque en fonction du temps, il y aura un état de trafic et tout ça va être pris en compte pour pouvoir me calculer le bon chemin. Voilà. Donc, aujourd'hui, les entreprises telles que Uber ou bien Yango, par exemple, qui utilisent ces services maintenant et qu'on va de toi, que quand on fait la commande, donc ce sont les véhicules qui sont proches de nous qui vont venir vers nous. Donc encore, ce sont des données géospatiales qui sont utilisées pour pouvoir connaître la proximité et ensuite, par rapport à ma destination encore, donc vous voyez que c'est vraiment
quelque chose qui est beaucoup utilisé, qui a une forte valeur ajoutée. Donc, ces transports-là, vraiment, on réussit à personnaliser vraiment le transport. C'est devenu très facile de payer même à coût assez avantageux, à coût avantageux. Donc, j'ai dit, si un petit exercice pour vous, c'est, bon, j'ai déjà parlé, mais voilà. Donc, identifier les lieux et descriptions étant, voilà, pour chacun, voilà, de ces services-là, par exemple. Voilà. Donc, donner un cas et puis, euh, essayer de voir le lieu. Donc, bon, je peux reprendre, hein, j'ai lu, par exemple, le Maps, par exemple. Ben, on veut se déplacer entre deux lieux. Un premier objet s'appelle ma maison. Le deuxième objet, c'est mon bureau où je travaille ou bien mon école que je fréquente. Et donc, j'ai la description des lieux, euh, des descriptions des objets. Maintenant, les lieux ici, ce sont les, on va dire, c'est là où se situent justement ces différents objets-là. Donc, j'ai à la fois le lieu associé et puis le temps aussi. Ça me permet de pouvoir savoir comment est le trafic en ce mouvement-là. Donc, c'est un cas. Ensuite, on a aussi l'exemple de planification urbaine ou bien infrastructurelle aussi. Donc, comment organiser le trafic routier dans une zone pour pouvoir faciliter ou bien pour pouvoir fluidifier le trafic. Ça demande beaucoup de recul. Et pour cela, les données géospatiales peuvent être vraiment très, très, très instrumentales pour pouvoir euh, aider à prendre la bonne décision, pour mettre en place, pour planifier cette vie urbaine, ou bien pour planifier même un ensemble d'infrastructures à mettre en place dans une zone particulière pour voilà, faciliter pour fluidifier les trafics. Donc, à Abidjan, actuellement, en Côte d'Ivoire, bon, on en voit beaucoup avec les échangeurs qui sont à gauche, à droite. Le but, c'est quoi de ces échangeurs-là? C'est de fluidifier les trafics. Mais pourquoi est-ce on a mis ces échangeurs-là à ces endroits bien précis? Parce qu'on a eu des informations géospatiales pour dire que cette zone-là, elle est beaucoup congestionnée et donc il faut trouver voilà, la bonne solution. Puis les gens vont dans différents endroits, donc comment voilà, mettre les échangeurs pour que chacun puisse trouver son compte. Donc, voilà. Donc, j'ai mis implantation d'infrastructures tenant lieu de la démographie. Voilà. Donc, ce sont des cas vraiment. Donc, normalement, au ministère des Plans, en Côte d'Ivoire, il doit y avoir vraiment des experts hein, dans ce domaine-là qui font des analyses et puis qui supportent les décisions hein, des décideurs. Donc, aussi, une autre explication aussi assez intéressante qui est le climat et la météo. Hein. Donc, on connaît tous le climat. La météo, c'est quelque chose de très important que tu vas sortir demain. Ben, en fonction du climat, ça va complètement orienter ta décision de ce que tu vas, comment tu vas t'habiller déjà, quel tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas mettre. Bon, s'il pleut, ben, tu as des vêtements en conséquence. Tu vas aussi revoir peut-être là où tu vas aller. Par exemple, tu vas pas peut-être parce qu'il pleut, parce que vraiment, voilà, quand il pleut, l'endroit est un peu difficile à circuler. Donc, voilà, donc la gestion du climat et la météo, c'est quelque chose de très, 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 très important dans notre vie de tous les jours. Et encore, là, les données géospatiales sont instrumentales. Euh, on va voir, par exemple, même le cas des catastrophes naturelles et autres. Donc, aujourd'hui, en fait, les, comment dirais-je, vision météo, qui est d'avoir des stations de mesure, stations de mesure de placer dans des endroits bien spécifiques. Donc, encore, les données géospatiales sont importantes pour pouvoir choisir les bons lieux afin de pouvoir couvrir en investissant moins on va dire, la zone géographique qu'on veut, sur sur laquelle on veut faire les prévisions. Mais aujourd'hui, c'est que les données géospatiales, les données satellitaires se sont prouvées vraiment plus efficaces. Donc, j'ai vu les meilleurs modèles, en fait, on va le voir avec un exemple tout à l'heure, les meilleurs modèles, en fait, de prévision météorologique sont utilisés de données géospatiales telles que les images satellitaires, hein, notamment en Afrique. Hein. Donc, je parle en conséquence parce que je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle une DABA. Donc, c'est la plus grande plateforme dans le machine learning ou bien de l'IA en Afrique. Et ils organisent des conférences annuelles. Ça commence depuis 2017. Hein. Quand j'ai la deuxième édition en 2018, et en Afrique du Sud. Et puis bon, voilà, de garder le contact. Et l'année dernière, en 2023,
j'étais à Dakar, 2024 plutôt, j'étais à Dakar où il y a eu voilà, le grand rassemblement Deep Learning Daba à Dakar. C'est très bien. Et j'ai donc il y a l'équipe de Google de Ghana, à Google, l'équipe de Google à Accra, qui ont présenté un peu leur recherche sur la météorologie. Et ils m'ont dit un truc que la subsaharienne ici vraiment que les prévisions météo sont vraiment beaucoup erronées, sont vraiment mal arrivées en général. Il y a beaucoup d'erreurs. Et donc, eux, ils travaillent un peu sur ces prévisions météo-là. Et finalement, ils disent qu'ils n'utilisaient pratiquement même pour une station de mesure météorologique. Ils utilisaient uniquement les données satellitaires pour pouvoir faire la prévision météorologique. Et, euh, excusez-moi, je partage d'écran s'est arrêté. Voilà, pour contourner la difficulté, hein, pour contourner la difficulté qu'il y a à pouvoir avoir assez de stations météorologiques. Donc aussi, en même temps, bon, j'ai pas dit beaucoup les catastrophes naturelles aussi. Donc, on peut être capable de pouvoir faire le suivi ou bien prévoir hein, des catastrophes naturelles telles que l'inondation, les feux de brousse. Par exemple, même une application qui est beaucoup utilisée, c'est de suivre en fait la fonte des glaces dans l'Arctique. Parce que si vous avez un peu d'idée, en fait, il y a des blocs de glace énormes au niveau des pôles, au niveau de l'Arctique là depuis des années, les chercheurs en océanographie, ils ont remarqué qu'il y a une fonte vraiment importante. Et généralement, c'est un indicateur en fait du réchauffement climatique global de la Terre. Et cette fonte-là, justement, ça parle de beaucoup de problèmes, de beaucoup de problèmes environnementaux qu'on vit actuellement. Ce bouleversement climatique. Donc, ça tire son origine de là. C'est que cet équilibre thermique sur la d'être bouleversé, les blocs de glace qui étaient là, censés être fichés, commencent à prendre vraiment avec une vitesse, une accélération qui n'était pas auparavant. Le, là, on est arrivé antique. Donc, donc, je mets c'est- voilà. Aussi, au niveau de l'environnement, je parle de l'environnement, donc on peut faire le suivi, donc, par exemple, sur la déforestation ou bien la désertification du lieu. On peut faire sur la partie des images géospatiales, euh, cours d'eau, on a un eau, les eaux sont, ou bien on a un assèchement, en fait, hein, des cours d'eau. Tout ça, ce sont des il s'agit de quelque chose de très intéressant, donc pour être capable de pouvoir évaluer la qualité de l'air. Et donc, des pays fortement industrialisés tels que la Chine et autres. Donc, parfois, eux, ils font ces suivis-là vraiment de façon très, très attentionnée. Et parfois, si une zone est vraiment à une qualité d'air très mauvaise, bon, ils vont, par exemple, dire à toute la population, bon, essayez de bouger un peu de cette zone-là, parce que vraiment, voilà, cette zone, elle est vraiment très mauvaise en termes de qualité. Ou ne sortez pas, restez chez vous, ainsi de suite. Euh, j'ai encore mon annotation qui est partie. Donc, on a encore des exemples, on peut apporter maintenant des exemples maintenant qui sont un peu plus applications même concrètes.
dans l'agriculture, par exemple. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le niveau de précision. Donc, on peut mettre en place, on peut faire des prévisions, en fait, de périodes. J'ai mis ici période de sémence. En fait, ce que j'entends par là, c'est plutôt des périodes de pluie, puisque justement, les agriculteurs pouvoir faire les semences, en général, ils se basent un peu sur la pluviométrie. Donc, il y a certaines pluies selon les saisons. Quand ces pluies-là commencent, c'est qu'elles annoncent qu'ils peuvent commencer à semer maintenant parce qu'ils vont avoir, par exemple, de l'eau sur peut-être 2 semaines qui va vraiment arroser les plantes comme se doit. Donc, encore une fois, dans notre contexte en Afrique subsaharienne ici, ou bien dans l'Afrique en général, on dépend plus tu es dépendant de la pluie. Donc, si j'ai une culture qui a besoin de 2 semaines de pluie, vraiment, ou bien d'une de pluie au début, donc, il doit commencer. Donc, en général, ces personnes, avec l'expérience sur plusieurs années, savent que quand la pluie commence dans telle période de l'année, c'est qu'on va avoir, on va avoir la pluie pendant une semaine, on peut s'aimer. Mais aujourd'hui, avec ce bouleversement climatique, ces émotions sont plus on vit faible. Parce que le pluie vient un peu, tu as dit, ah ok, je vais la pluie pendant une semaine, tu vas semer et puis bon, il n'y a plus de pluie après. Donc, vous voyez que ça en gêne vraiment des pertes. C'est quelque chose, je vais dire, à pouvoir dire en fait, il y aura la pluie, mais la pluie, quel sera le volume de d'eau ou bien ça sera sur combien de temps avec une petite fenêtre, pas une large fenêtre, une fenêtre d'une semaine. Comme ça, on sait que bon, il est probable que la pluie qui va venir là va faire une semaine. Donc, c'est bon, vous pouvez faire vos cultures. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à pouvoir voilà, s'adapter à ce changement climatique et à faire les semences au moment où il le faut. Donc, pareillement, aussi, la production compte aussi. Hein, donc, aujourd'hui, avec des et là, et en même temps, sur les plantes en même temps. Et puis, voilà, en fonction de la santé des plantes, en même temps, évaluer la récolte. Pareillement, aussi, on peut détecter les ravageurs ou bien les plants qui sont malades aussi. Hein, on peut aussi optimiser aussi l'utilisation des fertilisants, mais des intrants. Parce qu'aujourd'hui, comment les intrants utiliser? Ben, si je mets de l'engrais ou bien je mets un fertilisant, je mets pas en même temps. Alors que la réalité, c'est que ce n'est pas toutes les parties de la terre qui ont le même besoin. Peut-être certaines parties sont riches en certains minéraux ou bien en certains certains nutriments qui sont déjà présents dans cette partie de la terre, là, alors que d'autres parties en ont besoin plus. Donc, vous voyez qu'avec ça, on peut optimiser. Au lieu d'utiliser, par exemple, toute la quantité, je vais utiliser seulement juste une partie ou la partie du champ qui en a besoin vraiment. Donc, encore avec les images, surtout les images satellitaires, donc il y a certains indicateurs qui peuvent être trouvés et en même temps, on peut savoir les zones qui ont le plus besoin en fait d'intrants par rapport aux autres. Donc, ça, c'est vraiment voilà, des applications qui se font aujourd'hui. Hein. OK, donc ça, c'est le côté agriculture. Donc, j'espère qu'il va vous inspirer à vous aussi, hein, parce que, voilà, en Côte d'Ivoire, on dépend de l'agriculture, mais l'agriculture est en train d'être délaissée avec ces défis climatiques-là. Donc, on va maintenant parler de la représentation des données géospatiales. Donc, tout à l'heure, j'ai donné une définition un peu, on va dire, je vais dire informelle, mais là, je reviens encore sur le triangle qu'on a fait. Donc, on a les données géospatiales qui ont ces trois principales dimensions, qui ont le lieu de l'objet. Donc, on parle des données spatiales d'un objet. On va dire ça, on va essayer de reformuler de cette manière-là. Donc, des données géospatiales, euh, je mets ici, d'un objet, voilà, d'un objet. C'est pas toujours facile d'écrire avec, voilà. Donc, on a d'abord le lieu où se trouve cet objet. On a la description de cet objet. Et puis, on a quelques spécificités. Hein. Donc, ici, il y a mis ici quelques spécificités. Donc, en fait, le temps que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est une spécificité, mais ça peut aller au-delà de ça. Donc, ici, il y a donné quelques exemples ici. Que on a en fait un système de projection. Donc, le GPS, là, c'est un système, c'est comme un repère dans lequel on a des coordonnées. Donc, il y a d'autres systèmes autres que le GPS qui existent aussi. Hein. Donc, ce n'est pas le seul système de repérage
des points sur la Terre qui existent. Donc, la spécification, en fait, de ce système de projection-là, ça, c'est une spécification. Voilà, donc, c'est un élément important. C'est lui qui va permettre de pouvoir mieux comprendre, en fait, ces coordonnées. Coordonnées d'un repère, on peut avoir des coordonnées, mais ce même point physique sur la Terre, si on passe à un autre repère, les coordonnées vont changer. Voilà, donc c'est important de... Donc les spécifications, ça permet de pouvoir vraiment spécifier quels sont, dans quel système on se trouve par rapport aux coordonnées géographiques, par rapport aux coordonnées du lieu où se trouve notre objet. Donc, les spécifications, on va commencer par expliquer ça en même temps. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la source de données aussi, hein. Donc, ça peut être des images satellitaires, ça peut être un drone. Donc, il y a différentes choses. On appelle tout à l'heure des stations météorologiques. Ça peut être un capteur, en fait, de mesures météorologiques. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, tout ça, ça rentre dans les données géospatiales. Donc, c'est vraiment très varié. Donc, c'est ça qui est la source. On a le système de projection et aussi on a le temps. Donc, le temps, c'est vraiment un exemple de spécification. Tout à l'heure, j'ai dû indiquer le temps parce que c'est ce qui était plus on va dire, apparent de ce qu'on rencontre tous les jours. Mais de façon plus générale, sur les spécifications d'instruments en général, il y a la source de la donnée elle-même. On a un système de projection, hein, qui va spécifier le lieu, qui va me permettre de pouvoir mieux comprendre le lieu. Et puis, on a aussi l'information temporelle. Donc, à quel moment, voilà, cet objet-là a été observé. Que c'est ça, en fait, on parle d'observation de la Terre. Donc, on parle d'objets qu'on a observés, mais on l'a observé par rapport à des spécifications, par rapport, cette observation a été faite à partir d'une source. Donc, c'est une source qui a fait cette observation-là. Ça peut être le satellite, ça peut être, ça peut être, voilà, différentes choses. On a un système de gestion qui permet de pouvoir définir vraiment, de mieux comprendre ces coordonnées, dans quel repère on est pour pouvoir bien localiser l'endroit. Et puis, on a un temps où cette observation a été faite. Voilà, donc ce sont ces éléments qui forment la spécification des données géospatiales. Concernant le plus évident qui est le lieu, donc ici, il y a donné un peu plus de détails. Donc, en général, c'est matérialisé, par exemple, plus spécifique. La représentation se fait à travers ce qu'on appelle les données vectorielles. On va le voir plus tard, qui peuvent être soit un point, donc un point, j'ai mis x, y, justement, qui représente les coordonnées dans le système de projection qui a été mentionné dans les spécifications. Ou ça peut être aussi un segment ou bien une ligne qui est en fait qui n'est rien d'autre que ben, tout le, on va dire, l'ensemble, on va dire, un segment qui lie qui lie deux points en fait. Voilà, donc un segment qui lie deux points. Mais de façon plus concrète, si on veut prendre le cas même de la Terre, c'est l'ensemble des points qui sont entre deux points en fait. Donc, vous voyez que c'est un peu continu là. Donc, c'est tout un chemin. Donc, si j'ai un point ici et j'ai un point ici, ben, toute cette longueur-là, tout ça, tout ce qu'il y a est dessus, est considéré comme mon segment et ma ligne. Donc, ça peut être, ici, dans le cas, ça peut être un chemin, en fait, d'un point A vers un point B. Donc, j'ai pas de ma maison, à mon lieu de travail, bien à mon école où j'étudie. Donc, ça peut me donner une ligne. Et on peut avoir aussi des polygones. Les polygones, ça peut peut-être représenter une zone géographique plus grande. Par exemple, un pays, une ville, vous allez voir qu'on a des limites. Donc, c'est vrai que quand on regarde de loin, ça allait un peu, on va dire, arrondi, mais au fond, c'est un ensemble de segments qui sont mis. Et en fonction de la résolution, vous connaissez bien concernant les résolutions, plus on va avoir un segment qui est très fin, ça va être représenté comme un point, donc on pourra avoir quelque chose qui est qui a plus la l'air d'une courbe, hein. Donc on peut voir peut-être, bon, je sais pas trop quoi, hein, la carte de la Côte d'Ivoire, bon, bah, c'est pas trop correct, mais bon, vous avez quand même compris l'essentiel. Donc, l'ensemble des différents segments vont former un polygone et le polygone, c'est un moyen aussi de pouvoir repérer aussi un lieu. Ou on peut avoir une combinaison de tout ça, hein. Donc, si on prend un pays, il y a beaucoup de choses dans le pays. Donc, il y a d'abord un polygone qui va définir tout le pays, hein, la zone géographique du pays. À l'intérieur, il peut y avoir des cours d'eau. Les cours d'eau peuvent être des petits polygones aussi, ou bien on peut avoir des routes qui vont être des segments, des lignes. On peut avoir
des lieux, par exemple, précis qui vont être juste coordonnées X, Y simplement, hein, par exemple la présidence, voilà. Donc, voilà comment est-ce que le lieu est représenté. Donc là, je parle de la représentation, comment est-ce que c'est représenté. Et maintenant, la description, hein, enfin, ce qu'on appelle les données de raster, donc on parle de données pixéliques. Hein. Donc, c'est quand on prend une image, donc une image, ce qu'on voit, c'est différents pixels avec différentes valeurs qui donnent les couleurs, qui donnent ce qu'on voit. Voilà. Donc, dans le cas des images géospatiales, justement, ces couleurs-là, elles indiquent vraiment la nature ou bien elles décrivent vraiment l'objet. Donc, quand je prends une image d'une personne, je peux voir qu'une partie représente la face de la personne parce que ce sont les valeurs des pixels là, regroupées là, qui donnent vraiment la couleur et qui donnent les yeux et qui font que je dis c'est le visage d'une personne. Donc, pareillement aussi, quand on prend l'image hein, géospatiale, ben, ça nous permet de pouvoir savoir vraiment c'est quoi. Est-ce que ce sont des, par exemple, quand je prends cette image-là qu'on avait vue, ben, ce sont les valeurs des pixels, là, le vert qu'on a ici, ça qui me permet de savoir que c'est la forêt qu'on a ici. Donc, ce sont des valeurs des pixels, en fait, qui donnent la description, qui révèlent la description vraiment du lieu. Donc, voilà comment c'est organisé. Donc, quand tu prends une image, on a des couleurs, mais qui sont à différents endroits. Donc, les endroits ou bien les lieux, ça va être ce qu'on appelle à partir du lieu ici, qui ont la donnée vectorielle qui localise ces points-là. Mais les valeurs des pixels là, qui donnent l'information sur ce qu'on voit, ben, c'est eux qui vont permettre de pouvoir décrire. Donc, c'est ce qu'on appelle les rasters. Hein. Les données raster, vous allez voir ça souvent. Et voilà, et on en a parlé déjà des spécifications. En fait, les spécifications permettent vraiment plus de pouvoir bien contextualiser le lieu et puis la description. Voilà. Donc, ça permet de pouvoir donner du sens. Donc, le lieu n'aura de sens que si on définit le système de projection. Voilà. Et la source aussi, c'est un élément important qui permet de pouvoir ça me permet de pouvoir mieux comprendre les données. Donc, si tu vois une image, quelqu'un qui n'a jamais vu, qui n'a jamais observé la Terre de haut, s'il voit l'image, il va dire, mais c'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Je ne reconnais pas. Mais si on lui dit que, ah, ce sont des données, ce sont des images satellitaires, il se rappellera que, ah, ok, les satellites sont au-dessus de la Terre. Ah, ok, donc c'est l'observation au-dessus de la Terre. Donc, ça permet d'avoir un contexte, de comprendre vraiment la donnée. La source, elle est assez importante. Et bien sûr, le temps permet de pouvoir donner aussi un contexte plus précis à, à cet objet-là dont on connaît, dont on connaît la localisation et qu'on a décrit. Voilà. Donc, voilà un peu hein, les données géospatiales. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre sujet qui est les données de deep learning. Donc, puisque c'est le deep learning pour l'analyse des données géospatiales. Donc, savoir que le deep learning, d'abord, bon, déjà, on va ignorer les textes qui sont là et là. Hein. Donc, je mets une croix dessus. Après, on va laisser croix là. OK. Donc, on a d'abord l'intelligence artificielle. Hein. Donc, l'IA aujourd'hui qui est voilà, un buzzword hein, hein, qui est évoqué partout aujourd'hui, à tous les recoins. Donc, l'intelligence artificielle est un domaine, hein, un grand domaine, en fait, qui, l'objectif principal, en fait, c'est de pouvoir mettre en place c'est de construire des systèmes qui vont pouvoir faire des tâches de haut niveau qu'on qualifie, nous, humains, d'intelligents. Donc, des tâches qui sont qualifiées d'intelligentes, qui ne sont pas assez banales, qui ne sont pas juste répétitives, mais comment on peut faire des tâches qui sont assez intelligentes par mettre en place des systèmes qui vont le faire. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça le but, en fait. Donc, pour pouvoir atteindre ce objectif-là, donc, beaucoup de techniques sont mises en place pour pouvoir faire cela. Donc, dans ce grand domaine-là, il y a un sous-domaine qu'on appelle le machine learning. Et le machine learning, en fait, lui, il est basé uniquement sur le fait d'apprendre à partir des données.
Donc, c'est-à-dire apprendre à faire une tâche. Donc, moi, j'aime beaucoup approcher, quand on dit intelligence artificielle, en termes de tâches. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, donc, on essaie d'avoir une approche. Donc, le machine learning ici se concentre sur comment on peut mettre en place des systèmes qui vont avoir des comportements humains, qui vont résoudre des tâches qui sont, on va dire, intelligentes, mais ça m'a le problème c'est que il n'y a pas de données, c'est-à-dire qu'à partir des réalisations de la tâche, bon, la tâche elle-même, le machine se dit, dans le marketing, on dit, OK, on veut réaliser une tâche intelligente, par exemple, passer une voiture d'un point A à un point B. Donc, par exemple, on a la voiture automatique aujourd'hui avec Tesla qui a mis le boom. Bon, après, tout le monde le fait maintenant. Les Chinois le font avec ils ont beaucoup d'entreprises maintenant avec des taxis même sans chauffeur aujourd'hui qu'on a. Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est un exemple de machine learning. Et moi, est-ce que je peux mettre en place une voiture qui va me déplacer d'un point A à un point B de façon autonome? Et ça, on considère en tant qu'humain comme une machine qui est intelligente. Il y a beaucoup d'informations qu'il faut prendre en compte pour pouvoir conduire la température, comment on appelle ça, mais l'état de la voie, savoir s'arrêter, savoir avancer, savoir accélérer, savoir ralentir, tout ça. Donc, c'est vraiment une tâche qu'on considère intelligente en tant qu'humain. Et là, on veut que la machine soit capable de le faire. On veut mettre en place un système qui va le faire lui-même. Le moyen, quand on dit machine learning, on peut le faire à travers des exemples. Donc, apprendre avec exemple, apprendre, donc machine learning, apprendre. Apprendre, ça c'est l'élément vraiment fondamental ici. Donc, au lieu de chercher à définir, à décrire la tâche, on dit simplement, voilà la tâche, toi seul faut apprendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, à l'intérieur du machine learning, là, il y a trois grands domaines qu'on appelle l'apprentissage supervisé, qu'on dit supervised learning. On a l'apprentissage non supervisé, unsupervised learning, et l'apprentissage par renforcement. Donc, renforcement, vraiment le toucher, bien vrai que il est aujourd'hui les grands systèmes IA en fait combinent tous ces trois à la fois. Donc ça c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui ChatGPT par exemple combine tous ces trois systèmes à la fois. Donc là on dit qu'on a le résultat ici. Donc tout à l'heure j'ai dit que on fait une tâche. Une tâche c'est quoi en fait? C'est que on a un point de départ et puis on veut avoir un résultat. On peut voir la tâche comme ça. Donc, on a un départ et puis on a un résultat. Et l'accomplissement de la tâche, en fait, c'est toutes les activités, mais point de départ, l'atteinte du résultat. Donc, c'est ça, je peux après, définir ça simple, de cette manière. C'est ça la tâche. Je prends le cas de, bon, on va dire un autre exemple, avec, par exemple, bien, tout ce qui est traitement de la langue, je dis avec l'IA. Aujourd'hui, je peux parler, et puis, par exemple, sur YouTube, vous voyez qu'il y a la transcription automatique. Le départ, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est la voix, c'est le son, c'est la voix ou bien le son. Et là, c'est quoi? C'est le texte écrit de ce qui est dit, le son. Ah. Donc, quand on est dans ce donné, en fait, c'est la voix. Donc, on va parler souvent de X et de Y. Donc, quand on dit supervisé, c'est qu'on a un Y. On a des lignes où on peut ça qu'on doit. Donc, et à imaginer un exemple de plusieurs situations où on a différents résultats, donc différents points de départ. Dans le cas, si je prends le cas de la voix, je vais, supposons que c'est le cours que je suis en train de faire actuellement, hein, que vous m'écoutez. Donc, aujourd'hui, ça va être peut-être le cours quand je suis censé. Et même, ça peut être en train de parler avec mon frère pour prendre ses nouvelles. Et même, on va dire, on voit que
différentes communications vont engendrer différents X, d'accord? Et pour chaque X, il y aurait un Y différent. Même si je prends seulement le cours, je peux me baser sur 2 secondes. En 2 secondes, qu'est-ce que je dis? Donc, ça va me donner un son audio sur 2 secondes et puis un texte écrit correspondant à ce que j'ai dit dans ces 2 secondes. Comment vous pouvez voir. Donc, plusieurs exemples comme ça. Et donc, la machine, en voyant plusieurs sons et puis plusieurs écrits, finalement, elle va comprendre que quand il y a tel son qui vient, c'est que c'est, voilà, c'est qui doit être écrit. Donc, c'est l'avantage supervisé. Et ça va vraiment ce que nous, on va étudier le plus. Non supervisé, c'est qu'on n'a pas justement le résultat attendu. On veut que l'algorithme même trouve des structures directement dans le son. Hein. Donc, qu'il trouve directement des structures, par exemple, qui puissent peut-être finalement identifier différents types de voix. Je ne lui dis pas quels sont les types de voix, mais il y aura différentes voix et puis pour que lui-même puisse trouver des structures que ces voix-là sont plus ensemble par rapport à telle autre voix. Donc, il peut regrouper les choses. Donc, ça permet de pouvoir faire des structures dans la donnée même. C'est ce qu'est l'apprentissage non supervisé. Et c'est dedans, en fait, qu'il y a ce qu'on appelle l'IA générative. Ah, voilà. Donc, l'IA générative est une partie de l'apprentissage non supervisé. Donc, Generative AI. Et puis, on a l'apprentissage par renforcement où l'algorithme va apprendre de ses expériences. En fait, dans ce cas, ça ressemble un peu à l'apprentissage supervisé, mais sauf que les données, c'est pas des données qu'on fournit comme ça à l'algorithme. L'algorithme même va explorer l'environnement. Donc, euh, c'est-à-dire que l'algorithme va, par exemple, prendre une action. Donc, on a un point D ici, de départ. Le résultat escompté n'est pas trop clairement défini. On a peut-être des grandes règles. Mhm. Par exemple, je sais pas comment je veux un exemple simple. Bon, souvent on le parle en théorie de jeu. Par exemple, un jeu vidéo, par exemple, ou de Tetris, voilà, où on va dire, les Lego tombent et vous devez les placer pour pouvoir en détruire le maximum. Donc, vous voyez que le but ici, c'est de détruire le maximum. Mais on n'a pas vraiment un résultat bien précis comme ça. Donc, vous voyez, donc on a une règle de façon globale. Donc, c'est un peu ça. Ce jeu-là peut être vu comme un cas d'apprentissage par renforcement. Donc, dans ce cas-là, on a l'idée générale qui est de casser le maximum, de détruire le maximum les structures qui vont être mises en place avec les Lego. Et justement, les données, en fait, vont être générées avec l'expérience. Donc, c'est-à-dire que ben, je vais essayer de placer une position pour voir ce que ça donne. Si ça casse, c'est que c'est bon. Si ça casse pas, c'est que c'est pas un bon endroit. Je vais changer d'endroit. Donc, je vais m'adapter comme ça à travers mon expérience même dans l'environnement. Donc, l'environnement, c'est quoi? C'est que c'est comment les structures là vont réagir quand je fais tomber un logo ici. Est-ce que ça va se casser ou ça va pas se casser? Si ça se casse, c'est bon. Donc, c'est ce que je veux. Donc, on parle en fait de signer un système de récompense et puis de punition. Donc, généralement, ce système de par renforcement là, une action peut être récompensée ou bien elle peut être punie. Donc, récompenser pour dire que c'est bon, c'est un peu l'idée de ce qu'on veut que tu fasses. Et punir, c'est que c'est pas ce qu'on veut que tu fasses. Mais on n'a pas de façon très claire le résultat comme on l'a dans l'apprentissage supervisé. Donc, c'est ça, l'apprentissage par renforcement. Bon, encore une fois, hein, on va pas, c'est pas quelque chose sur lequel on va dire, s'attarder dans ce cours. Nous, ce qu'on va travailler plus, c'est l'apprentissage supervisé. Peut-être on va toucher un peu ici, je sais pas trop, on va voir. Donc, voilà. Bref, donc c'est un peu ces éléments-là que j'ai voulu mentionner sur l'IA en général. Et je vais effacer tout ça. Voilà. Et donc, euh, que je mette le pointeur. Voilà. Pour que vous puissiez suivre avec moi. Voilà. Donc maintenant, sachez que le sous-domaine de l'IA le plus important aujourd'hui, c'est le machine learning. C'est vraiment le sous-domaine de l'IA qui a eu les plus grands résultats spectaculaires. Donc, ça fait maintenant à peu près 10 ans, bon, voilà, ça, c'est moins de 20 ans. Donc, moins de 20 ans où des résultats spectaculaires ont eu lieu, où
les avancées technologiques ont évolué vraiment d'un niveau où même les chercheurs même sont surpris. Tu vois que en pratiquement 13 ans, ce qui a été réalisé comme avancée, quand on peut dire avancée en, humaine en termes de progrès technologique, ça dépasse de loin ce qu'on a fait il y a 50 ou 60 ans auparavant. Vraiment, c'est spectaculaire avec l'IA et avec la vitesse avec laquelle ça avance. Donc, ça fait que ben, il y a beaucoup d'autres domaines hein, de ce qu'on appelle les systèmes symboliques, hein, l'apprentissage symbolique, qui sont dans l'IA, mais qui sont aujourd'hui, personne n'en parle aujourd'hui parce que le machine learning a éclaboussé le tout. Et dans le machine learning encore, bon, voilà, le deep learning encore, vraiment. Donc j'ai mis ici, c'est une famille de techniques versatiles, qui est assez polyvalent, qui permettent de pouvoir traiter, d'analyser et puis de gérer des données qui sont structurées ou non. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, ça, c'est un statement qui est assez global ici. C'est peut-être après, quand on va voir dans le cours, on va rentrer avec des exemples plus concrets. Vous allez vous comprendre que, voilà, traiter des données, ben, aujourd'hui, machine learning, on a des données médicales, on veut comprendre est-ce qu'il y a un patient est malade ou pas. On peut analyser les données puis dire que, bon, cette personne, elle est un peu malade, par exemple. Voilà, générer des données. Donc, ChatGPT aujourd'hui, je pense que c'est l'exemple le plus visible par tout le monde, c'est que, ben, voilà, on génère du texte maintenant pour pouvoir faire du résumé du texte, voire même écrire un article, ainsi de suite. Donc, la génération des données. Données structurées, en fait, ce sont les données qui sont de type tableau ou bien de type Excel. Vous avez des colonnes et puis des valeurs, mais aussi les données, ce qu'on appelle les données non structurées, qui sont du type image, qui sont du type un texte, qui sont du type, par exemple, les séquences, la séquence du génome, hein, donc, ou bien des protéines hein. Donc, vous voyez quand les grosses protéines, c'est vraiment un mélange de plusieurs, un assemblage de plusieurs molécules avec des chaînes bien précises. Tout ça, en fait, aujourd'hui, ce sont des données en fait, qui sont été aujourd'hui. Donc, ça, ces données, on les appelle données non structurées. On peut les voir comme des données qui sont naturelles, en fait. C'est-à-dire, dans l'état naturel, voilà comment est-ce qu'elles se présentent. Une image, ben voilà. Donc, par exemple, là, l'écran que vous voyez, c'est une image. Donc, au fond, c'est un tableau avec des valeurs. Hein, et les valeurs déterminent les couleurs, comme on a vu tout à l'heure avec les pixels. Donc, voilà des données non structurées. Et c'est justement là où vraiment ces modèles ont plus excellé parce que les données non structurées étaient vraiment les plus difficiles à traiter. Mais avec le machine learning aujourd'hui, on est capable de traiter cela. Donc, j'ai mis ici que c'est un élément très important, c'est que les modèles IA sont à la base des meilleurs modèles de prévision météo et même de catastrophes naturelles de nos jours. Les meilleurs modèles sont faits aujourd'hui avec les modèles de deep learning aujourd'hui. Hein. Et là, en même temps, je vais passer sur un exemple concret. Donc, il n'y a pas longtemps de cela, c'est en 2003, en Afrique du Sud, à Cape Town, une très belle ville côtière en Afrique du Sud, où il y a eu des inondations. Et là, c'est Abdullah Diak, vous pouvez voir sur LinkedIn, c'est un manager de programme de recherche à Google, à Accra, à côté là, et qui avait fait un post en fait sur LinkedIn, et il a mentionné, il a dit que le 11 juin, il dit le 11 juin 2023, que leur équipe à Google Research, ils ont mis en place un système qu'on a, bon, le système a été mis en place déjà avant, hein, qui s'appelle Flood Hub, qui permet en fait de pouvoir prédire les niveaux d'eau, en fait, sur différents endroits sur la Terre. Et c'est que le 11 juin, cette application-là avait prévu qu'il y aura une montée significative en Afrique du Sud du 15 au 17 juillet et 17 juin 2023. Regardez bien, du 15 au 17 juin. Alors que le modèle a prévu ça depuis le 11 juin. Et il a dit quoi? These predictions were unfortunately not false alarms, as shown in the news today. Donc, le jour où il a fait cette publication, justement, il a dit que ces prédictions qu'ils avaient faites par ce modèle-là n'étaient pas des alarmes, des fausses alertes que malheureusement, en fait, ça a eu lieu. Et il y a eu vraiment des inondations importantes dans la ville. Et vous pouvez voir ici, donc ça, c'est une capture d'écran de l'application qu'il avait partagée sur ce poste-là. Et vous voyez que c'était depuis le 11, ici, en bleu continu. Ça, c'est la partie qui a été observée jusqu'à l'instant. Donc, le 11, 6, le 11. Donc, c'est un point de ça, la prévision. Donc, après le 11, ça allait diminuer. Donc, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle le warning level, donc le niveau de, comment on appelle ça, d'avertissement. Donc, déjà même,
ils avaient déjà dépassé le seuil d'avertissement déjà vers le 11. Ça veut dire qu'il fallait être un peu vigilant. Mais c'est que la prévision a été faite, c'est que ça allait dépasser le seuil de danger. Donc, vous voyez que danger level, pour atteindre un pic pas possible vers les 15, 16, 17. Et ça, c'était depuis le 11 que le modèle avait déjà prévu ça. Et cela est arrivé. Et majoritairement, en fait, l'équipe qui avait travaillé, une grande partie de l'équipe, en fait, se trouve à Google Accra. Et justement, quand j'ai parlé de Deep Learning d'ABA à Accra, donc j'ai approché un des chercheurs en fait, de cette équipe-là, justement, et c'est lui qui me parlait un peu. Je lui ai demandé, mais vous utilisez quelles données pour pouvoir faire vos prédictions? Et il a dit que j'utilisais majoritairement des données géospatiales, justement, de Eurostat. Donc, voilà, je pense que ce sont des sources de données qu'on va partager pendant le cours. Ce sont ces données qui viennent des satellites d'Eurostat qu'ils ont utilisés pour pouvoir voilà, faire majoritairement les prédictions avec ce modèle-là. Donc, voilà un exemple concret et vraiment un exemple assez éloquent qui montre que vraiment, avec ces outils-là, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses assez intéressantes. Donc, avant, ces catastrophes naturelles qui pouvaient arriver comme ça, et puis, bon, ça surprenait tout le monde. On peut avoir une certaine fenêtre de d'anticipation, se préparer afin que les effets de ces catastrophes naturelles vont se sentir le moins dans la population. Et vous voyez que ça peut sauver des vies, ça peut sauver beaucoup de choses. Et c'est là vraiment, on voit vraiment que la technologie, vraiment, c'est pour notre bien en tant qu'humain. Et c'est ça, ça doit être ça que la technologie, voilà, préserver notre espèce pour nous cernir nos conditions de vie. Donc, voilà un exemple concret. Donc, le deep learning en 2023, voilà, qui a pu faire la prédiction 3 jours à l'avance. Donc, depuis 11 janvier. Et après, c'est sorti dans le news. Donc, cette image que j'ai mise là, ben, cette image-là, on va dire d'inondation, c'était dans les news. Donc, je suis allé sur Internet pour prendre l'image pour mettre là. OK. Donc, aussi, donc, je vais mener avec ces éléments. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des différents domaines deep learning. Pour vous donner encore une idée un peu assez vaste, c'est qu'au fond, on dit deep learning, IA, ça paraît quelque chose de vraiment, on va dire, super, super, on va dire, expert. Mais c'est pas plus honnête que j'ai tenté de présenter ici, en fait. Je vois que je vous ai présenté un plan, un repère ici avec X et puis Y. Et puis un ensemble de points. Un point ici a des coordonnées X et Y. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, quand on a vu l'exemple supervisé, j'ai dit qu'il y a le X qui est le point de départ, il y a le Y le résultat. Et que partir du X vers le Y, c'est une tâche. Mais formellement, mathématiquement parlant, on peut voir ça comme une fonction, en fait. Une fonction qui va prendre X et qui va le transformer en Y. Qui va transformer le X en Y. Donc, quand on observe un phénomène, c'est qu'on a observé à la fois le X et le Y. Donc, c'est ça, en fait, ces points-là représentent des observations. Donc, à travers plusieurs observations, ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on peut trouver le F qui, justement, on va dire, entre griffes, est le secret du phénomène qu'il y a entre X et Y, qui est le secret de la tâche. F qui va nous permettre de pouvoir découvrir la tâche, qui permet de pouvoir lier Y. Donc, c'est ça un peu le deep learning au fond derrière, ou même l'IA en général. Donc, c'est qu'on a observé plusieurs points. Maintenant, on veut trouver, c'est quoi? Ici, c'est un exemple simple ici où c'est une ligne. Quelle est la ligne, en fait, qui va se rapprocher, qui va passer par le maximum de points? Parce que chaque point représente ici le X et le Y. Ce qui signifie que si demain, je suis par exemple à X qui est supérieur à 10 ici, je peux facilement projeter pour pouvoir trouver quel est le Y. Disons, je vais faire une prévision. Donc, ça, c'est une prévision maintenant, en fait. Donc, vous voyez, ce modèle de Google, en fait, c'est quoi? C'est que ça a observé, vous pouvez voir les points bleus là, comme plusieurs observations qui ont été faites auparavant par rapport à l'évolution de l'eau. Et maintenant, pour des dates qui vont venir après, donc pour d'autres X qui ne sont pas couverts par les données observées ici, c'est justement, on parle de futur, donc on n'a pas encore observé. Donc, pour cela, puisque le modèle, en observant, il a pu décrire une ligne qui va passer par maximum de points, qui va minimiser quand même, vous voyez que c'est pas, les points ne font pas une ligne, mais on est proche. S'il y avait une ligne qui était ici, ben, on voit que l'erreur est très grave, hein, on a une distance très importante. Mais ici, on est très proche des points. Ça signifie que c'est un bon estimateur ou bien c'est une bonne. C'est-à-dire qu'il réussit à plus ou moins capturer le phénomène qui lie X et Y. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez voir cela comme voici le modèle Google qu'ils ont fait à part
des données qui ont été observées auparavant. Et leur prévision qu'ils ont fait en Afrique du Sud, c'est sur des nouveaux X à partir de ce modèle-là. Et il s'avérait que c'était très bon, était correct et que ça a pu prédire des inondations. Donc, c'est ça, en fait, liaison. Au fond, c'est que quand on a la fonction f, là, en fait, elle a des paramètres. Et ces paramètres, il faut les ajuster pour pouvoir s'assurer que ça passe par le maximum de points et ça minimise la distance entre les points et puis la droite elle-même. Et comment est-ce qu'on choisit une position de la droite? C'est à travers, mais ce sont ces paramètres qui permettent de pouvoir savoir où la droite se positionne. Donc, le cas ici, qui est simple, on sait toujours qu'on a une ordonnée à l'origine. Ici, je pense que ça doit être 0. Et puis, on a pour une droite de la y est égal à x plus b. Donc, on a l'ordonnée à l'origine qui est b, hein, à x plus b. Bon, désolé, c'est un peu serré là. Et puis, on a l'ordonnée à l'origine plutôt qui est b, qui est 0. Et puis, on a, comment on dit ça en français? J'ai oublié le nom, hein. En français, on dit c'est le coefficient directeur. Voilà, le coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur et l'ordonnée d'origine définissent les paramètres. Donc, chaque fois qu'il va changer A et B, je vais avoir une nouvelle droite. Donc, comment je choisis le A et B pour que ça puisse passer par le minimum? C'est justement en essayant d'observer les données. Donc, à partir des données, je vais voir en fait quel est le A et le B qui permet de pouvoir mieux minimiser la distance. Donc, ce phénomène de minimiser la droite entre la distance entre la droite et les points, c'est ça l'apprentissage en fait. Ah, donc, de façon simple. Ça, c'est un truc très simple ici, mais ça traduit l'idée que c'est que c'est cache devant tout ce que vous pouvez voir comme lié. Tout si vous allez entendre, c'est ça, c'est juste ça. Donc, c'est comme une droite qu'on a vue au collège ou au lycée. Je pense, bon, pas trop, vous avez vu, moi en troisième, par exemple, les droites affines, hein, les fonctions affines, y égale à x plus b. Donc, l'IA que vous entendre, quel que soit ce que vous pouvez imaginer, le niveau de sophistication de l'IA, c'est basé sur ce même principe-là. Voilà. Donc, je peux vous donner une idée que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Juste qu'on a pris on observe des éléments, puis on essaie de trouver la fonction qui va passer par le maximum de points. Et quand c'est fait, alors on peut maintenant utiliser cette fonction-là parce qu'elle peut aller, elle peut continuer. Et on va prédire de nouveaux points, hein, et puis on va voilà, le dire. Donc, c'est pareil. Pour le texte aussi, c'est la même chose. C'est juste des idées, comment est-ce on peut utiliser, on a des mots, mais comment on va passer des mots à un repère comme ça, avec des points, avec des valeurs. Donc, c'est là peut-être c'est toute l'astuce ou bien toute l'ingéniosité, mais sinon, après, on ramène toujours tous les problèmes à un principe de X, Y, et puis après, ben, on a les outils pour pouvoir résoudre ces genres d'équations-là qui très longtemps. Et voilà. Donc, voilà un peu ce qui tourne derrière, en fait, c'est l'IA là au fond, c'est ça. Donc, c'est juste des questions d'apprentissage, trouver les bonnes valeurs des paramètres de fonction qui vont pouvoir mieux s'ajuster sur des observations qui ont été faites. OK, donc on va terminer avec cette slide-là. Euh, donc, ici, euh, donc, ici, en fait, du deep learning maintenant et l'analyse des données géospatiales. Donc, on a vu les données géospatiales, on a vu le deep learning. Donc, ce cours est la combinaison des deux. Donc, comment utiliser le deep learning pour pouvoir analyser ces données géospatiales? Donc, ici, il y a des challenges ici qui sont assez importants. C'est qu'on a vu que les données sont assez hétérogènes, hein. Donc, vous voyez qu'il y a des données de lieu, il y a des données aussi de description, hein. Donc, on a vu, mais, par exemple, les modèles d'élévation euh, digitaux, donc, qui permettent de pouvoir modéliser un peu les montagnes et autres, tout ça. Donc, on a vraiment ces genres de données-là qu'il y a. On a les données aussi qui sont liées aussi à ce qui est spatial, hein. Donc, on a vu les vecteurs d'état où on a des points, on a des polygones. Donc, vous voyez on a des objets géométriques qu'il faut gérer en même temps. Alors, on peut avoir des cas très complexes. Et ces données-là, en général, pour entraîner des modèles IA, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait pour les données supervisées, puisque l'apprentissage supervisé, puisque c'est ce qu'on va voir le plus, on a toujours le point de départ et puis le résultat qu'on veut atteindre, donc qui représente X et puis Y. Donc, le Y, là,
c'est justement ça, parce que le Y, en fait, traduit l'accomplissement de la tâche qu'on veut automatiser. Ah, donc, ce Y-là, ça demande du travail. Donc, en général, c'est l'homme qui produit ça. C'est un expert du domaine qui produit ça. Si je prends le cas des images médicales, par exemple, regardez une image de scanner du cerveau et puis dit que, bon, la personne a une tumeur dans le cerveau. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est l'image de scanner. Le point d'arrivée, le résultat, c'est quoi? Il y a présence d'une tumeur ou non. Mais en réalité, comment ça se fait? C'est un expert qui s'arrête et qui va regarder l'image et avec son expertise de l'anatomie du cerveau qui est normale et puis de la connaissance aussi de l'anatomie aussi des tumeurs, comment elles se présentent, il va dire que oh, ici, on a une tumeur. Donc, ce, ce principe, on appelle ça l'étiquetage, c'est-à-dire pour pouvoir produire les résultats ou bien les résultats, voilà, pour produire les résultats ou bien les étiquettes qui sont associés aux données au point de départ. Donc, c'est coûteux. Donc, si je dois, par exemple, entraîner un système qui va me permettre de pouvoir faire du diagnostic des tumeurs cérébrales, ben, je dois employer une équipe de docteurs et je vais les payer pour chacun qui vont faire. Ça dépend, c'est du temps, c'est de l'expertise. C'est coûteux. Donc, on a beaucoup de données, mais en même temps, il faut aussi avoir les étiquettes de toutes ces données-là. Ça veut dire qu'il faut encore dépenser beaucoup. Donc, ça, c'est un challenge qu'on a dans ce domaine-là. Et les données aussi sont très hétérogènes. Donc, vous voyez, on a un truc géographique, ben, on a aussi, comment on appelle ça même, des données qui sont liées aussi un peu à des capteurs, avec des images, avec des pixels qui ont des éléments spécifiques, qui ont des interprétations différentes. Donc, on a vraiment une hétérogénéité des données. Donc, ça ce sont vraiment un peu les talents, les difficultés qu'il y a dans ce domaine-là. Mais en même temps aussi, il y a des opportunités. C'est qu'on a une disponibilité aujourd'hui des données géospatiales. Les données satellitaires sont du. On a des satellites tels que Sentinel-1, 2, on a Google Earth, on a la NASA, on a ECMFW, je pense que c'est un truc européen là, donc où on a Eurostat, donc beaucoup de satellites qui tournent autour de la Terre et les chercheurs ont mis des images de ces satellites-là gratuitement. Donc aujourd'hui, on a l'abondance de ces données-là. Donc ça, c'est un avantage aujourd'hui et une opportunité pour pouvoir tirer le maximum de ces données-là pour pouvoir réaliser des applications assez intéressantes. Donc là aussi, un élément intéressant, c'est qu'on peut avoir des applications qui sont interdisciplinaires. Donc aujourd'hui, on a vu qu'en tant qu'humain, on a vu que l'homme n'est pas un être isolé. Donc l'homme est dépendant de son environnement. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le One Health, qui signifie que la santé, c'est pas juste la santé de l'homme ou bien la santé des animaux seulement. Il y a seulement une seule santé, c'est-à-dire que tout le monde vit bien. Parce que quand il y a un déséquilibre quelque part, ça peut se répercuter sur les autres. Donc, on a parlé de Covid. La Covid, par exemple, on dit que ça venait des animaux. Donc, c'est un problème au niveau des animaux, mais après, ça s'est répercuté sur les humains. Et puis, bon, tout le monde a eu un problème. Donc, aujourd'hui, on est dans un écosystème. On comprend mieux aujourd'hui que la Terre et l'environnement dans lequel on est, c'est un écosystème. Donc, quand il y a une partie qui a un problème, il faut que tout le monde s'en préoccupe. Sinon, ben, le bateau va couler avec tout le monde. Donc, si c'est une partie du bateau qui est percée, il ne faut pas qu'elles vont dire que, bon, nous, notre côté du bateau n'est pas percé, donc on est sain et sauf. Non. Parce que si le bateau coule, tout le monde va couler. Donc, aujourd'hui, on comprend mieux que, voilà, les problèmes ne doivent pas être vus de façon isolée, mais ils doivent être vus de façon globale, de façon holistique. Et c'est en cela qu'on peut apporter des meilleures solutions aux problèmes. On peut les résoudre de façon plus efficace et plus durable parce qu'on réussit à toucher tout en même temps. Parce que si on se met à essayer de résoudre le problème de façon trop locale, ben, peut-être qu'il a déjà impacté des éléments externes et ces éléments vont après encore revenir encore, nous tomber là-dessus. Donc, il y a des applications, par exemple, telles que voilà, tout ce qui est voilà, lié maintenant à la santé avec l'environnement, voilà, pour que quand on va peut-être dire, OK, il faut prendre ce médicament-là, pouvoir peut-être guérir, mais c'est peut-être pas seulement le médicament qu'il faut prendre. Il y a peut-être ton environnement dans lequel que tu es, qu'il faut assainir, parce que tu vas peut-être prendre le médicament, ça va te soulager peut-être à un instant T, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas encore rejeter, parce qu'il y a ton environnement en fait qui est en train d'impacter la santé. Donc aujourd'hui, on peut faire des applications-là interdisciplinaires qui nous permettent de pouvoir mieux traiter les vrais problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, comme j'ai dit, de façon plus efficace et de façon plus durable. Voilà. Donc, c'est vraiment des opportunités aujourd'hui. L'environnement, ça rentre dans toutes choses. Hein. Ben, déjà, on a vu les exemples. Hein.
que même dans le côté business, même l'environnement permet de pouvoir donner plus d'informations. Donc, les données géospatiales aujourd'hui, combinées au transport, ça donne des transports intelligents, ça donne ces choses-là qui aujourd'hui facilitent la vie. On peut avoir un transport. On a aujourd'hui un système de transport qui est personnalisé avec ce qu'on a comme les Yango et autres. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'on a combiné ces informations géospatiales-là avec le transport lui-même. Donc, on voit que toutes les données géospatiales, c'est-à-dire que quand on le met dans un domaine, ça permet de pouvoir enrichir davantage parce qu'on a un meilleur contexte et on peut mieux appréhender, avoir des solutions plus novatrices, mais plus innovatives et qui vont résoudre de façon plus concrète, hein, les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Et donc, j'espère que voilà, vous allez avoir des idées de projets assez intéressantes qui pourront vraiment avoir un impact vraiment important dans notre environnement, dans l'agriculture aujourd'hui. On a beaucoup de problèmes que nos pays font face. Donc, voilà. Donc, c'est une opportunité vraiment voilà, d'apprendre ces connaissances-là et puis de pouvoir, avec ces connaissances-là, d'attaquer des problèmes assez concrets. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette introduction. Vraiment, je vous encourage surtout à aller voilà, chercher des applications et autres, et puis peut-être à réfléchir déjà dès maintenant à des projets de recherche qui sont des problèmes que nous vivons, nous, en Côte d'Ivoire ici. Voilà, donc, observez vraiment autour de vous les problèmes qu'on a. Essayez de voir avec le peu de connaissances que vous avez eu déjà, le peu d'idées que j'ai partagées par rapport aux données géospatiales, comment ces données géospatiales peuvent aider vraiment à pouvoir mieux résoudre ces problèmes que vous voyez autour de vous. Et donc, voilà, on va s'arrêter là.